général de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Aube. Bienvenue à ce webinaire. Avant de rentrer, je dirais, dans une présentation succincte de celui-ci, rappeler les règles pour un bon fonctionnement de ce webinaire, à savoir effectivement couper les caméras et les micros pour une bonne qualité d'échange et d'écoute. Vous aurez la possibilité de poser des questions, de faire des remarques à travers le chat accessible sur l'application Teams. Donc c'est le petit onglet en haut de la présentation, la petite bulle, vous cliquez dessus et vous pouvez adresser tous les commentaires, et en fin d'intervention, on reprendra les principales thématiques pour essayer d'apporter des réponses. Donc bienvenue à ce webinaire qui vise à aborder les conséquences de la crise financière, comment anticiper et prévenir les risques. La CCI, avec un certain nombre d'acteurs présents aujourd'hui, ont pris l'habitude depuis le début de cette crise de se réunir régulièrement pour essayer de traiter au mieux cette crise qui nous frappe de plein fouet, en essayant d'analyser au mieux, digérer au mieux toutes les informations qui peuvent nous parvenir et pouvoir la rediffuser de façon assez lisible et explicite à l'ensemble des entreprises. Et au cours de ces échanges réguliers, le sujet de la prévention des risques est bien sûr apparu, nécessaire de pouvoir la matérialiser à travers quelques recommandations qu'on va vous adresser ce soir, même si sous contrôle du président du tribunal de commerce, les conséquences, je dirais, numériques ou en termes de volume de dossiers à la barre du tribunal sont encore relativement modestes par rapport à l'ampleur de la crise. Malgré tout, les craintes sont bien présentes, et l'objectif est bien d'éviter au maximum de se retrouver à la barre du tribunal. C'est pas une mauvaise chose en soi, mais il y a un certain nombre sans doute précautions, de prédispositions à intégrer pour essayer de traverser au mieux cette période difficile. Donc merci de votre participation. Je remercie Virginie Velu, représentant du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables, pour sa participation, Jean-Luc Pandolfi, président du tribunal de commerce, et Alexandre Bortolus, administrateur judiciaire, qui ont fait un travail préparatoire très intéressant, et je les remercie encore une fois pour leur implication. Donc ce webinaire sera accessible ultérieurement pour celles et ceux qui n'auraient pas pu y participer ce soir. Donc vous pourrez retrouver l'intégralité des échanges de la soirée sur nos différents supports de communication. Nos accompagnements ne s'arrêtent pas à ce webinaire, c'est une étape, un élément. N'hésitez pas à nous solliciter, bien sûr, la CCI, mais aussi les intervenants que j'ai cités, qui sont à votre disposition pour vous accompagner au mieux dans cette démarche. Voilà, encore merci de votre participation, et je laisse la parole à Virginie Velu. Merci Jean-Philippe. Bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, la Chambre de commerce a souhaité organiser ce webinaire afin de vous permettre d'avoir peut-être quelques clés ou quelques indications sur les mesures qui pourraient être prises dans le cadre d'une prévention d'éventuelles difficultés à venir. Là, je pense que c'est Fabrice qui fait avancer les slides, peut-être. Voilà. Et donc, moi, ce que je vous propose 3 temps d'intervention. Dans un premier temps, je vous propose de vous redonner quelques rappels d'indications, quels sont les indicateurs de gestion pertinents d'une entreprise dans un cadre normal, hors contexte qui est celui qui nous occupe, donc relativement bref, mais juste pour bien reposer le sujet. Puis ensuite, bien sûr, on est dans une situation et un contexte économique et sanitaire particulier, donc il y a évidemment des adaptations nécessaires à cette période. Et puis enfin, je vous proposerai quelques signaux d'alerte et mise en œuvre d'actions préventives que l'on pourrait vous proposer dans ce cadre-là. Donc, à titre de rappel, ce que l'on peut se souvenir, en tout cas dans un contexte hors celui qui nous occupe actuellement, on sait qu'une entreprise, dans un cadre général, est de toute façon soumise à des incertitudes. Et ces incertitudes, elles sont inhérentes à l'environnement externe et interne. La période qui nous occupe aujourd'hui nous démontre évidemment ô combien
cette déclaration est exacte. Quoi qu'il en soit, chaque entreprise se fixe des objectifs et elle oriente en fait son évolution en fonction des objectifs qu'elle a choisis. Donc en fait, on a une direction d'entreprise qui définit de façon explicite un objectif à atteindre et en fonction de ces objectifs, elle détermine également quels moyens elle décide d'y consacrer en fonction de la perception qu'elle a de l'environnement et en fonction de ses propres buts. Donc là, c'est un petit peu la façon dont chacun d'entre nous dirigeons et conduisons nos entreprises. Donc évidemment, pour pouvoir atteindre cet objectif, il est nécessaire de comparer régulièrement la situation actuelle de l'entreprise avec l'état désiré, le but que l'on s'est fixé. De cette façon, on peut mettre en place des actions correctives. Alors pour ça, il y a plusieurs moyens en fait. Il y en a un qui est extrêmement simple et qui est commun, je pense, à tous, qui peut être déployé dans n'importe quelle entreprise, quelle que soit sa taille et quelle que soit son activité, et qui va trouver toute son utilité dans une période que l'on rencontre actuellement. Pour moi, c'est le tableau de bord, qui est vraiment un outil qui est rapide à mettre en œuvre. C'est un outil qui est un système d'alerte qui permet de déclencher des actions correctives, qui permet également de communiquer, qui peut, dans un contexte hors celui que l'on rencontre actuellement, être également un outil de motivation et puis un outil d'auto-apprentissage. Alors moi, je fais toujours le parallèle entre ma voiture et mon entreprise et je me dis que ça ne me viendrait pas à l'esprit de monter dans ma voiture et de la conduire sans un tableau de bord. Et donc, je crois qu'en faisant ce parallèle, on peut tous comprendre que conduire une entreprise sans avoir un tableau de bord, c'est suicidaire. En tout cas, la période que l'on rencontre actuellement nous le démontre. Alors, quelles doivent être les caractéristiques du tableau de bord? En fait, ce document doit être rapide à établir, il faut qu'il soit synthétique, il doit être également adapté à chacune de nos entreprises, facile d'utilisation, cohérent, pertinent et évolutif. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va exister autant de tableaux de bord qu'il y a d'entreprises, qu'il y a de chefs d'entreprise, qu'il y a d'activités, et que chacun va adapter en fait son tableau de bord à ce dont il a besoin comme information au regard et de la taille de son entreprise et de son activité. Alors le choix de ces indicateurs, évidemment, il dépend essentiellement du type d'activité. Si nous sommes une activité de vente, on va avoir en référence un chiffre d'affaires, on va avoir des commandes, on va avoir un panier moyen. Si notre activité est une activité de production, on va s'attacher plutôt à des consommations matières, à des quantités produites, à des heures travaillées. Donc ça, en fait, ce sont tous les indicateurs d'activité qui vont être évidemment totalement dépendants de l'activité exercée par l'entreprise. Et puis ensuite, dans mon tableau de bord, je vais devoir intégrer des indicateurs qui, eux, sont communs, je dirais, à peu près l'ensemble des entreprises, ce sont des indicateurs financiers et qui sont extrêmement importants pour nous permettre de suivre l'évolution, l'amélioration, la stabilité ou la dégradation de mon entreprise. Alors ces indicateurs financiers, ça va être par exemple le crédit accordé par mes fournisseurs en nombre de jours, le crédit que j'accorde à mes clients en nombre de jours, ou le crédit que les clients s'accordent eux-mêmes d'ailleurs parfois. Je vais également relever ma capacité d'autofinancement. Alors la capacité d'autofinancement, je pense que ça parle à tout le monde. La capacité d'autofinancement, c'est grossièrement décrit tous les produits que j'ai encaissés dans l'exercice, moins toutes les charges que j'ai payées. Donc j'annule tout ce qui est amortissement, tout ce qui ne suscite pas une sortie de trésorerie, et ça me permet de déterminer ce que mon entreprise est capable de rembourser à la banque ou à tous ceux à qui elle doit de l'argent. Je dois également, dans ce tableau de bord, prendre en compte mon besoin en fonds de roulement. Comment il évolue? Est-ce qu'il augmente? Est-ce qu'il diminue? Je vais également, pour les activités pour lesquelles c'est pertinent, m'attacher à l'évolution du stock, parce que c'est un indicateur qui est quand même très souvent très important et qui peut peser sur une trésorerie. Et puis bien sûr, dans mon tableau de bord, je vais relever ma trésorerie nette, puisque c'est aussi un indicateur qui m'intéresse. Donc des indicateurs d'activité fonction de l'activité, des indicateurs financiers qui, eux, vont être assez communs et en tout cas doivent être pris en compte par le chef d'entreprise. Et puis je peux y adjoindre des indicateurs en termes de ressources humaines, les effectifs, le mouvement du personnel, l'absentéisme, les accidents du travail. Bon, c'est pas le sujet qui nous occupe aujourd'hui, mais en tout cas on voit bien que le tableau de bord peut retenir des indicateurs divers et variés et qui sont parfois et même souvent des indicateurs extra-comptables.
Alors, si je suis un restaurant, par exemple, mon tableau de bord, il va relever le nombre de couverts, le taux de marge brute, le prix de vente moyen du couvert. Ça, ce sont typiquement des éléments que je dois avoir qui sont spécifiques à mon activité. Un hôtel va, lui, s'attacher à avoir le nombre de réservations, le nombre de nuitées, le taux d'occupation, etc. Une concession automobile va plutôt regarder le nombre de véhicules vendus, le portefeuille en commande, le taux de reprise VO par rapport aux véhicules neufs. Donc là, on voit bien que il n'y a pas un cadre qui s'adapterait à toute entreprise. Il y a plutôt une réflexion à mener sur la nécessité d'avoir ce document et de l'adapter à notre activité. Donc, si on veut résumer à peu près les principes généraux qui doivent être pris en compte dans le cadre de la recherche des indicateurs de gestion, en fait, je dois m'attacher à mettre en place un tableau de bord adapté à mon entreprise qui me permet un suivi régulier de mon activité, une prise de connaissance immédiate ou tout au moins la plus rapide possible des dérapages dans un temps le plus court possible. Je dois également m'assurer de l'utilité des indicateurs retenus. C'est totalement inutile de retenir un indicateur qui va être très coûteux dans sa recherche d'informations et qui ne m'apportera aucune indication et qui de toute façon ne me permettra pas de réagir sur la gestion de mon entreprise. Et puis je considère vraiment cet outil comme un moyen, c'est pas du tout une solution, c'est un moyen de détecter en fait des anomalies et de mener des actions correctives. Donc une fois qu'on a reposé ce contexte un peu général de gestion et d'indicateurs de gestion et de ce que je dois avoir à l'esprit lorsque je suis chef d'entreprise et comment je dois répertorier tous ces éléments, là, on est dans un contexte particulier. En fait, on est dans un contexte pour lequel je ne vous apprendrai évidemment pas que cette période est totalement inédite à beaucoup d'égards et qu'on est passé par différentes phases. Donc, on a eu une première phase de sidération qui nous a tous un peu immobilisés. Peu à peu, on a compris, ou nous sommes en train de comprendre que cette période, en fait, elle va être bien plus longue que ce que nous avions imaginé il y a un an. Si on se resitue au mois de mars, on était loin d'imaginer qu'un an plus tard, on serait toujours dans une situation telle que celle qu'on connaît actuellement. En fait, sur le plan économique, on a eu un arrêt extrêmement brutal de l'économie lors du premier confinement. Et puis, petit à petit, progressivement, chacun d'entre nous, on a tenté de se remettre en route, à l'exception, évidemment, de certains secteurs qui sont encore aujourd'hui très gravement impactés. Donc, parallèlement à ça, on a eu une mise en place, il faut quand même le reconnaître, rapide de mesures gouvernementales destinées à permettre le maintien de l'économie à flot, avec en principale mesure une injection assez rapide et massive de trésorerie sous différentes formes, mais en tout cas une injection très forte de moyens. Également le gel d'un certain nombre de dettes. Et donc ça, c'est la situation que l'on a vécue sur le plan économique. Et je crois qu'il faut que l'on ait à l'esprit pour aussi comprendre comment on peut réagir et comment on peut conduire nos entreprises dans ce contexte-là. Il ne faut jamais oublier que cette crise, en fait, sa spécificité, c'est qu'elle est tout d'abord sanitaire, puis par ricochet, elle est devenue économique, alors qu'en 2008, elle était financière. Donc on est vraiment dans quelque chose qui est totalement différent de ce qu'on a pu connaître en 2008 et qui est inédit. Et c'est ce qui en fait la difficulté dans sa gestion et dans notre capacité à réagir et à agir par rapport à ce qui est en train de se passer. Alors aujourd'hui, on en est où ? On a certains secteurs d'activité qui sont toujours à l'arrêt, malheureusement, l'événementiel, les discothèques, la restauration et toutes les activités qui sont connexes à ces activités-là. On a d'autres secteurs d'activité qui ont repris, mais en mode dégradé. Et puis, on a un troisième tiers, je ne sais pas si c'est par tiers, mais en tout cas, une troisième partie d'entreprises qui fonctionne à peu près normalement, mais dans un environnement qui est perturbé. Donc en fait, par rapport à ces éléments-là, il est évident que la nécessité et l'intérêt et l'obligation, si on peut s'exprimer comme ça, d'avoir un tableau de bord et de suivre nos indicateurs, elle trouve tout son sens parce qu'on est vraiment dans un environnement où on s'aperçoit que notre marge de manœuvre, elle est très limitée. Parce qu'aujourd'hui, les secteurs qui sont administrativement fermés n'ont aucune action possible sur leur niveau d'activité. Le niveau, il est à 0 et on a beau faire ce qu'on veut, on est à 0. Donc on s'aperçoit que dans tous les indicateurs qu'on a vus précédemment,
malheureusement, on ne va pas pouvoir agir sur tout. Donc ça veut dire qu'il va falloir que l'on sélectionne ce sur quoi on peut agir et surtout ce sur quoi il faut qu'on soit en alerte de façon à pouvoir réagir rapidement. Alors, il y a un élément aussi qu'il faut qu'on ait quand même à l'esprit chacun d'entre nous, c'est qu'on constate, en tout cas moi je le constate à travers les dossiers que j'ai l'occasion de traiter et les arrêtés de compte que j'ai pu faire en cours d'année et ceux que l'on est en train de faire actuellement, on s'aperçoit malgré tout qu'on est dans des généralités. Alors évidemment, il y a toujours des exceptions, mais en tout cas sur un plan général, on est quand même face à des entreprises qui ont engrangé de la trésorerie. Donc on est avec des situations qui sont pas si défavorables que cela, en tout cas sur le plan de la trésorerie à ce jour et par rapport aux arrêtés qu'on a fait cours d'année. Donc ce qui en fait, et ça va nous être confirmé dans quelques instants par Jean-Luc Pandolfi et par Alexandre Bortelus, donc ce qui fait que la défaillance d'entreprise pour l'instant on ne l'a pas, on ne l'observe pas et c'est même le phénomène inverse je crois qui se produit. Mais ce qu'il faut qu'on ait surtout bien à l'esprit, parce que c'est là l'élément important et l'élément un petit peu pervers, c'est que ces réserves de trésorerie qui ont été engrangées par les entreprises, elles n'ont pas été constituées avec de la marge, elles ont été constituées avec un endettement. Et je crois que c'est là le plus gros sujet, c'est que nous sommes aujourd'hui avec un tissu économique qui a un endettement important, donc c'est notre fameux mur de la dette. Hein. Comment est-ce qu'on va affronter ce mur de la dette qui recule de mois en mois, il recule dans son échéance, mais en tout cas il est toujours présent. Et donc on a un grand nombre d'entreprises qui a vu son endettement s'accroître de façon significative, soit parce qu'il y a eu souscription de PGE, soit parce que nous avons pu obtenir, ou on nous a d'ailleurs d'office décalé le paiement des charges sociales URSSAF, des charges SSI, et puis il y a eu également des décalages de paiement des loyers, des crédits baux et éventuellement des échéances d'emprunt antérieurement souscrits à cette crise. Donc on voit bien qu'on a un sujet qui est un sujet quand même de trésorerie. Alors, ce n'est pas le seul, hein, parce qu'on a un sujet d'activité, mais en tout cas, on a un sujet de trésorerie. Alors, l'adaptation des indicateurs, en tout cas de ceux qui on va remonter tout en haut de notre tableau de bord et qu'on ne va pas quitter des yeux dans cette période. Moi, je me suis dit, en fait, il y a deux cas de figure. Il y a des entreprises qui aujourd'hui sont à l'arrêt. Donc, pour ce qui est de l'activité, on ne va pas se demander le chiffre d'affaires du restaurant. Alors, c'est vrai que tout le monde essaye un peu de se réinventer, mais en tout cas, on ne va pas se demander le chiffre d'affaires de la discothèque. Elle est fermée depuis le 11 mars, hein, donc la question de chiffre d'affaires ne se pose pas. En revanche, elle a quand même un sujet, c'est que même si elle a zéro de chiffre d'affaires, elle a quand même des charges à payer, elle a quand même un certain nombre un fonctionnement à assurer, en tout cas dans ses obligations. Donc là, je crois que l'indicateur qu'il va falloir évidemment avoir à l'esprit et surveiller comme le lait sur le feu, ça va être la trésorerie. Donc ça veut dire que je vais devoir identifier les charges mensuelles auxquelles je dois faire face. Je vais devoir identifier quelle est aujourd'hui ma trésorerie disponible, quelles sont les aides que j'ai déjà perçues, quelles sont celles que je vais pouvoir percevoir. Il va falloir que je fasse une projection sur un maximum de 12 mois, parce qu'aujourd'hui, faire des projections, même à 6 mois, même à 3 mois, ça n'a pas beaucoup de sens dans la mesure où on a une telle impossibilité de projeter qu'on essaie d'être sur des durées les plus courtes possibles. Et puis, je vais surtout identifier mon passif à court terme, donc toutes mes dettes à moins d'un an, et mon passif à moyen terme, les dettes de 1 à 5 ans. Donc, je suis une entreprise aujourd'hui dans l'impossibilité de travailler, je vais m'attacher à ma trésorerie, mes indicateurs de trésorerie, et je vais suivre ça de près. Et aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup d'autres indicateurs. De toute façon, je ne peux pas agir sur d'autres indicateurs que celui-ci. En revanche, si mon entreprise est en activité, là, on a malgré tout la possibilité, on a des moyens d'action et on a possibilité quand même d'agir et de mettre en place des mesures correctives. Donc à ce moment-là, là aussi, hein, la trésorerie, la question de la trésorerie, elle est cruciale. Donc je vais aussi identifier mon montant du passif à court terme et celui à moyen terme. Je vais dans mon tableau de bord réidentifier ma capacité d'autofinancement
et la redéterminer dans ce contexte économique nouveau, parce qu'il est très vraisemblable que les capacités d'autofinancement d'un grand nombre d'entreprises aient été obérées parce qu'on a des pertes de marge, on a des pertes de rentabilité. Donc il est à peu près certain que un nombre important d'entreprises a une capacité d'autofinancement dégradée. Et puis là, je vais pouvoir prendre en compte mes indicateurs d'activité de façon à m'assurer que mon activité, peu à peu, retrouve un niveau satisfaisant par rapport à ce qu'il était les années précédentes, en tout cas dans une période qui n'était pas celle qu'on rencontre actuellement. Je vais également, sur mon tableau de bord, identifier, recalculer mon seuil de rentabilité, parce que là encore, il est très vraisemblable que le seuil de rentabilité de l'activité de l'entreprise ait été modifié du fait de paramètres différents, nouveaux, de coûts supplémentaires qui impliquent une rentabilité différente. On ne mesure pas très bien, en fonction de l'activité, on ne mesure pas très bien pour celles qui ont dû mettre en place le télétravail. On ne mesure pas bien si c'est bénéfice ou charge pour l'entreprise. Enfin, on a quand même aujourd'hui nécessité de redéterminer nos seuils de rentabilité pour regarder quel est l'objectif à atteindre et qu'est-ce qu'on peut se fixer comme nouveau point d'atterrissage pour pouvoir conduire nos activités du mieux possible. Donc en fait, on voit bien que le tableau de bord qui était peut-être précédemment en place, et si par hasard il n'y avait pas de tableau de bord dans l'entreprise, à minima, je vais en mettre un en place qui va suivre la trésorerie, l'activité, le seuil de rentabilité et la capacité d'autofinancement. Donc ça, voilà. Et puis, une fois que j'ai réalisé ce travail-là, en fait, je vais pouvoir regarder quels sont les signaux d'alerte, et on a déjà un petit peu répondu à cette question-là, quels sont les signaux d'alerte qui vont devoir attirer mon attention rapidement, et puis est-ce que je peux mettre en place des actions préventives pour éviter de me trouver dans des situations difficiles. Bon, alors évidemment, on a tous à l'esprit que l'anticipation, c'est évidemment la meilleure solution pour éviter, plus je vais anticiper une difficulté, mieux je vais réussir à la résoudre et mieux je vais pouvoir la contrer. Donc ça, c'est bien évident que l'anticipation, c'est vraiment le point important. Dans le contexte qui nous occupe, anticiper, c'est parfois bien difficile. Quand on avait tous anticipé que les restaurants allaient rouvrir au mois de janvier, malheureusement, les restaurants ne vont pas rouvrir au mois de janvier. Donc, on est obligé d'anticiper dans un contexte où on n'y voit pas à une semaine, quoi. Donc, c'est quand même un peu complexe. Et évidemment, donc, on l'a vu tout à l'heure, on avait imaginé que cette crise, on allait être débarrassé au mois de juillet et qu'en septembre, on allait reprendre une vie normale. Malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est produit. Et plus cette crise s'éternise, plus on est dans la durée, plus évidemment, on a difficulté à gérer, plus on a difficulté à prévoir. Alors, quand on est dans un schéma déjà de prédiction en temps normal, c'est extrêmement compliqué parce que, évidemment, on fait appel à des paramètres externes qui rendent ces prédictions compliquées. Là, quand en plus on a des paramètres qu'on maîtrise, alors pour le coup absolument pas, qui sont des paramètres sanitaires, là on est en train de nous faire planer la menace d'un troisième confinement. Donc comment on fait des prévisions dans ce contexte-là? En fait, on essaye de faire du mieux qu'on peut et on prend des hypothèses basses, des hypothèses moyennes, enfin voilà. En tout cas, moi, il y a quelque chose qui me semble vraiment absolument essentiel et c'est quelque chose sur lequel, dès le mois de juillet et août et septembre, j'avais déjà communiqué. Je crois qu'il faut que chacun d'entre nous, nous soyons en possession d'une situation. Alors, soit un bilan, si on était en arrêté 30 septembre, on a son bilan, donc voilà. Mais sinon, il est absolument nécessaire d'établir une situation comptable parce qu'il faut impérativement être en capacité d'identifier, alors le montant de l'actif, ça ok, mais surtout le montant du passif. Il faut que chaque chef d'entreprise ait à l'esprit ce qu'il doit, à qui il le doit et dans quel délai il le doit. Parce qu'en fait, je m'aperçois que on a celui qui a demandé un PGE, il sait combien il a demandé, il a à l'esprit, ça, c'est pas un problème.
En revanche, on a quand même les paiements SSI, enfin pour les indépendants qui ont été décalés, l'URSSAF qui a été décalé, et ça, je ne suis pas sûre qu'on ait tous à l'esprit ces enveloppes-là, et je ne suis pas sûre qu'on soit tous aujourd'hui capables d'identifier quelles sont les dettes normales parce qu'elles relèvent de l'activité courante de l'entreprise, des dettes qui ont été générées depuis le mois de mars, du fait des décalages, du fait de tout un tas de mesures qui ont été prises et qui nous ont permise en fait de créer de l'endettement. Mais il faut absolument qu'on ait ce chiffre-là à l'esprit et qu'on ait la temporalité dans laquelle on doit rembourser. Même si aujourd'hui la temporalité, même ça, on n'est pas capable de le déterminer, puisque les moratoires URSSAF ne sont pas encore sortis, donc on ne sait pas trop encore comment ça va se passer. Les PGE, on voit bien qu'on a de nouveau un délai supplémentaire et fort heureusement un délai supplémentaire qui va nous être offert pour pouvoir redécaler d'un an le remboursement, mais malgré tout, il faut quand même qu'on ait une vision de cet endettement. De la même façon, chaque chef d'entreprise doit avoir à l'esprit le montant de ses dettes, de ses créances clients, c'est-à-dire que nous devons absolument vérifier que les clients n'ont pas qui eux-mêmes se trouvent, enfin on est tous un peu dans quelque chose de bizarre et particulier, on est tous en difficulté et on est tous à essayer de tirer les délais le plus possible parce qu'on préserve nos trésoreries. Donc en fait, il faut nous aussi qu'on identifie si notre crédit client n'est pas en train d'augmenter de façon un petit peu inquiétante. Est-ce que j'ai des clients qui ne m'ont pas payé et puis qui sont en difficulté? Donc voilà, et donc il faut en fait faire cet état des lieux. Il faut savoir, si on ne sait pas, c'est impossible d'agir si on n'a pas à l'esprit cette photo en fait indispensable. De la même façon que recalculer son seuil de rentabilité et sa capacité d'autofinancement, c'est une façon de reposer le problème et la question de son entreprise à un moment où on évolue dans quelque chose malheureusement qu'on ne maîtrise pas. Donc une fois qu'on a fait ça, ça nous permet d'avoir les éléments financiers, les indicateurs financiers de notre entreprise. Derrière ça, on a vraisemblablement, et dans certains cas, pas dans tous, mais on a dans certains cas une réflexion peut-être à mener sur son modèle économique. Est-ce que mon modèle économique est adapté à la situation actuelle? Alors là, le plus bel exemple, c'est bien sûr les commerçants, les restaurants qui sont en train aujourd'hui d'essayer de se réinventer pour poursuivre du mieux possible leur activité, pour pouvoir essayer de continuer à travailler dans un contexte qui ne le permet pas, en tout cas par rapport à leur activité. Donc, est-ce que je dois faire évoluer mon modèle économique? Donc là, évidemment, on pense tout de suite au numérique et à tout ce qui a pu être mis en place par les commerçants, par les restaurateurs, par les cafetiers, enfin tous ceux qui ont pu essayer de mettre en place quelque chose, bien évidemment, l'ont fait. Et donc ça, c'est une réflexion qui doit être menée. Après, en complément de cette réflexion sur l'évolution du modèle économique, il faut aussi que je réfléchisse à ma marge, parce que dans un grand nombre de cas, quand même, on a des dégradations de marge. Et du coup, je dois réfléchir, est-ce que mon activité, est-ce que la dégradation de ma marge n'est pas trop importante? Est-ce qu'elle n'est pas, par hasard, même sur certains pans d'activité, est-ce que je n'ai pas une marge négative? Enfin, vraiment, il faut se poser toutes les questions. Et du fait, ça permet d'envisager éventuellement peut-être de revoir un peu son activité sur un champ un peu différent. En tout cas, je dois absolument également me poser ces questions-là. On a parlé de la capacité d'autofinancement tout à l'heure, j'y reviens parce qu'évidemment, de la marge dépend automatiquement la capacité d'autofinancement. Et puis peut-être aussi qu'il faut se poser la question d'un éventuel investissement. Est-ce que je ne dois pas prévoir un investissement pour me permettre de me réinventer sur mon activité et de me lancer sur une activité nouvelle? Moi, j'ai été extrêmement surprise lors d'un déplacement sur Paris en début de semaine, dans la rue que j'ai l'habitude de prendre, en fait, de voir je ne sais combien de commerces nouveaux, et en fait, ce sont des points de restauration qui se sont ouverts et qui ne font que de la livraison à emporter. Alors, je ne sais pas qui sont ces gens, hein, je ne sais pas si ce sont des restaurateurs qui ont ouvert ça à défaut de pouvoir faire tourner leur restaurant. En tout cas, on voit bien qu'il y a un champ d'activité nouveau qui peut-être peut être pris ou peut être sur lequel on peut essayer d'aller dans l'attente d'une reprise normale de son activité. Et donc, parfois, peut-être qu'il y a un investissement à prévoir, et là, ça soulève évidemment la question de la capacité financière à rembourser, ça soulève un certain nombre de questions.
Donc, quand j'ai fait la photo de mon activité, de mon bilan, quand je me suis interrogée sur mon modèle économique et que je l'ai éventuellement réadapté, le troisième volet, c'est ma trésorerie. Donc, on en a déjà parlé avant. Et donc là, qu'est-ce que je dois faire impérativement? C'est mettre en place un suivi de trésorerie. Je crois que là, plus que jamais, il faut qu'on puisse travailler en suivi de trésorerie avec un tableau à 6 mois, à 12 mois maximum, et que je dois constamment réajuster. Donc, je le réajuste constamment pour toutes les raisons qu'on a évoquées précédemment, parce que l'environnement économique est instable, parce qu'on a des aides nouvelles, parce qu'on a des ouvertures qui ne se font pas, parce qu'on a peut-être une nouvelle fermeture qui va être mise en place, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, on doit constamment réajuster ce suivi de trésorerie de façon à avoir une vision à minima à 60 jours de ce qui va se passer. Et évidemment, dans mes prévisions de trésorerie à 6 mois que je fais, j'y intègre les modifications de mon modèle économique, les variations probables de chiffre d'affaires que j'imagine dans l'hypothèse où je suis en activité. Et puis, bien sûr, je n'oublie pas de prendre en compte la variation de mon besoin en fonds de roulement qui, bien souvent, on observe actuellement bien souvent une augmentation du besoin en fonds de roulement liée à soit des modifications de mode d'exercice, soit des activités nouvelles. Donc voilà les outils dont peut se doter un chef d'entreprise en fonction de son activité, en fonction de ce qu'il avait déjà et en fonction de la façon dont il est en capacité de conduire son activité actuellement. Alors, quelques signaux d'alerte au regard de ces éléments que l'on a identifiés. Moi, je fais une obsession sur la trésorerie parce que on est bien conscient du fait que la trésorerie, dans une période comme celle que l'on rencontre actuellement, c'est quand même le nerf de la guerre. Hein. On l'observe bien. Toutes les entreprises, on a tous été, enfin moi je vais parler laboratoire, mais sinon j'en connais pas un qui n'a pas été impacté par la crise que l'on vit actuellement. Et on voit bien que la capacité de résistance à cette crise et à toutes les crises d'ailleurs, hein, c'est les réserves que l'on avait et la trésorerie que l'on avait à disposition. Donc moi, je reste convaincue que la trésorerie, c'est le nerf de la guerre. Ça ne fait pas tout, mais en tout cas, ça permet de rebondir et ça permet de prendre des dispositions immédiates. Je crois qu'il y a un micro ouvert. Essayer de couper le micro. Voilà. Voilà, donc la trésorerie, c'est pour moi le nerf de la guerre, même si, et là encore, je crois que Jean-Luc Pandolfi et Alexandre Bortelus nous le rediront, même si bien souvent, quand on a une entreprise quand on prend comme indicateur, comme révélateur, comme signal d'alerte, quand on prend la trésorerie, c'est que bien souvent, il y a déjà d'autres indicateurs qui étaient dégradés avant. Aujourd'hui, bien sûr, on a des rentabilités dégradées, des activités dégradées et on a un niveau d'investissement dégradé. Malheureusement, ce sont des paramètres qui sont bien souvent pas du fait du chef d'entreprise, donc on ne peut rien y faire. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec le dernier révélateur d'une situation dégradée que l'on peut identifier. Pour nous, c'est la trésorerie. Donc attachons-nous à cet indicateur et surveillons-le une fois encore comme le lait sur le feu parce que c'est à travers cet indicateur que l'on va pouvoir réagir. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire? Si j'établis mon plan de trésorerie à 6 mois et puis que je m'aperçois au regard du plan que je vais essayer de faire le plus juste possible et en fonction des informations dont j'ai connaissance au moment où je le fais, au moment où je le révise, si je m'aperçois que je suis dans l'impossibilité de faire face à mes dettes dans ce plan de trésorerie, à ce moment-là, évidemment, je vais essayer de revoir mon modèle économique pour améliorer ma marge parce que enfin, bien sûr, hein, si j'ai aucune action possible sur mon chiffre d'affaires, après, la seule action possible, c'est de réduire mes charges, hein, c'est de mettre la pression sur les charges, ce que tout le monde a évidemment fait, hein, et qui est une des solutions pour tenter de pouvoir faire face à ces obligations. Si jamais j'observe que mon délai de paiement client s'allonge, là aussi, c'est évidemment un élément qui va contribuer à dégrader ma trésorerie. Ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit et surveiller également. Donc, il ne faut surtout pas laisser des situations traîner. Il faut absolument relancer les clients. Il faut s'interroger sur pourquoi mon client ne me paye pas. Est-ce qu'il y a un litige avec le client? S'il y a un litige, j'essaye de le régler. Est-ce que ce client est en difficulté?
Alors là, voir est-ce qu'il n'est pas nécessaire parfois de faire un petit geste auprès du client. Il vaut mieux encaisser un petit peu moins tout de suite que rien plus tard. Donc là, il y a quelque chose aussi à faire. Et puis, si jamais je suis moi-même en retard de paiement sur mes fournisseurs, c'est également un indicateur qu'il faut prendre en compte et pour lequel je dois immédiatement réagir. Donc les signaux d'alerte, bah, évidemment, ils peuvent être endogènes, mais ils sont également parfois exogènes. Donc je crois que le point sur lequel, en tout cas, on doit, le seul élément sur lequel aucun d'entre nous ne peut échapper, c'est ce suivi. Et pour ceux qui n'auraient pas encore eu recours à des aides type PGE ou accompagnement de cette nature, un signal défavorable en trésorerie doit nous conduire immédiatement à avoir recours à ces solutions-là, même si je sais qu'un certain nombre d'entreprises de petite taille est parfois un petit peu sur la réserve par rapport à ces types de solutions, parce que bah, tout chef d'entreprise sait pertinemment que quand on nous prête de l'argent, bah, à un moment ou à un autre, il va falloir rembourser. Et c'est ce qui est parfois un frein à la recherche de ces solutions. Malheureusement, aujourd'hui, on n'en a pas beaucoup d'autres et je crois qu'il ne faut pas hésiter, dans la mesure du possible, à actionner ces solutions-là pour permettre de passer un seuil qui peut être, ponctuel. C'est-à-dire que après, il y a peut-être d'autres solutions et c'est ce qui va être évoqué dans la partie qui suit par Alexandre Bortelus, puis par Jean-Luc Pandolfi. Donc, je vais leur laisser la parole. Mais voilà, à titre de synthèse, je crois que si on doit résumer très brièvement un petit peu tout ça, donc nos indicateurs de gestion, ils sont d'activité pour ceux qui sont en activité, et puis bien sûr de trésorerie pour tous les autres, avec un très grand soin qui doit être porté par chacun d'entre nous à ce suivi de trésorerie, l'établissement de plans, la révision. On ne fait pas un plan et puis on n'y touche plus. Non, chaque semaine ou chaque 15 jours, il faut retoucher à son plan de trésorerie pour le remettre à jour. Et puis derrière ça, c'est vraiment de la gestion au fil de l'eau, parce que malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas d'autre solution. Je ne sais plus si Jean-Philippe Cavelier nous l'a rappelé tout à l'heure, mais on évolue, on parle de causes exogènes, on évolue aujourd'hui dans un contexte où chaque jour, on a une, peut-être pas chaque jour en ce moment, mais parfois on a eu chaque heure, après on a eu chaque jour, chaque semaine, et là on a quand même malgré tout chaque semaine des éléments nouveaux, on porte à notre connaissance des dispositifs d'aide nouveaux, on nous modifie des dispositifs d'aide qui étaient en place, nous conduisant à refaire ce qui a déjà été fait. Donc c'est vrai qu'on évolue dans un contexte qui n'est pas stable sur le plan, en tout cas, législatif et réglementaire, et donc ça nous oblige à revoir constamment les prévisions qui ont été faites. Donc voilà, moi, ce que je pouvais vous dire sur le plan des signaux d'alerte, de la gestion préventive et des indicateurs que l'on peut avoir à l'esprit pour gérer nos entreprises. Et donc, je vous engage tous, pour ceux qui ne l'auraient pas fait, à vraiment établir une situation pour avoir un point le plus précis possible de nos situations, de notre endettement, parce que je crois que c'est vraiment ce qui va conditionner en fait ce qui va nous dispenser de rendre visite à Jean-Luc Pandolfi dans quelques mois, parce qu'on aime bien le voir, mais en tout cas dans des phases préventives, on aime bien le voir, et donc c'est pour ça qu'il faut absolument que l'on soit très conscient, en fait. Je crois que l'autruche, ça marche pas, donc on soit très conscient de la situation dans laquelle nous sommes tous individuellement dans nos entreprises. Voilà, donc je vais passer la parole à Alexandre Bortelus, qui, je crois, va du coup enchaîner sur les signaux d'alerte. Et puis, s'il y a des questions, j'y répondrai bien volontiers à la fin de cet exposé. Merci beaucoup. Effectivement, on a pu voir là les grandes étapes pour déterminer un petit peu quelles étaient les alertes à soulever, les éléments qui étaient importants à voir. Moi, ce que j'entends du discours de Virginie Velu, c'est que la trésorerie doit être un élément qui vous conduit demain à vous dire il y a un diagnostic à faire sur l'entreprise. Alors, il est vrai que le diagnostic à partir de la trésorerie est indispensable, mais néanmoins,
ça ne doit pas être le seul élément qui vous conduit demain à vous dire peut-être que j'ai une difficulté et peut-être que je dois intervenir sur la gestion de mon entreprise et sur l'avenir de celle-ci. En effet, vous pouvez avoir une entreprise avec une trésorerie tout à fait pléthorique, notamment parce qu'on a reporté de l'URSSAF, parce qu'on a obtenu des PGE, parce qu'on a différentes subventions, différentes aides. Mais le contexte Covid actuel est tellement atypique qu'il faut quand même à un moment donné s'interroger si on sera capable de rembourser, si la structure du compte de résultat permet à un moment donné le remboursement de la dette et dans quelles conditions. Par ailleurs, il y a un point aussi que je trouve assez important, c'est que on parle beaucoup des difficultés des entreprises liées à la crise du coronavirus. Alors il est évident que j'ai commencé moi à travailler au moment de la crise financière de 2008. Globalement, toutes les entreprises qui se présentaient devant le tribunal de commerce avaient comme origine des difficultés la crise financière. Aujourd'hui, on va voir certainement dans les mois à venir beaucoup d'entreprises qui vont se présenter en disant l'origine de ma difficulté, c'est le coronavirus. Ça peut être exact, mais ça peut être aussi quelque part un peu trompeur et il ne faut pas forcément s'abriter derrière ça et il faut bien regarder si on n'a pas des éléments endogènes qui justifient que notre propre entreprise a des difficultés et que ces difficultés-là doivent faire l'objet de traitements. Et c'est là que effectivement, à la fois votre bilan et votre compte de résultat vont être très importants, puisque vous allez être capable, à partir de ces éléments-là, de regarder un petit peu comment le navire évolue et vers où vous pouvez tendre. Là-dessus, je crois que le diagnostic doit vous permettre d'identifier 2 natures de difficultés. D'abord, de savoir si vos difficultés sont conjoncturelles. Effectivement, c'est lié au Covid. C'est sûr que si on prend l'exemple d'un restaurateur actuellement, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de questions à se poser. Son établissement est fermé. Les règles gouvernementales et sanitaires l'empêchent d'ouvrir. Mais néanmoins, quand on va réouvrir, on va avoir certainement des règles qui vont s'imposer et qui vont lui générer des difficultés demain qui seront structurelles parce que les 40 couverts qu'il faisait par jour, demain peut-être qu'il ne pourra en faire plus que 30 parce qu'il y aura des distanciations physiques, qu'il y aura des choses et donc forcément ça va impacter son résultat. Effectivement, c'est tout à fait compliqué de se positionner aujourd'hui puisque nous sommes face à des insécurités juridiques majeures dans la mesure où il y a des décrets, des règlements, des ordonnances, enfin tout type de nature d'actes juridiques qui sortent et qui perturbent complètement la lisibilité des prévisions qui peuvent être établies aujourd'hui. Et même vu, l'a très bien rappelé, on pensait tous que les restaurateurs allaient reprendre leur activité au mois de janvier. On s'attendait tous à enfin pouvoir retrouver un petit peu de convivialité au restaurant et malheureusement, cela n'a toujours pas été le cas. Et néanmoins, il faut voir aussi que les difficultés peuvent provenir d'autres natures. Vous pouvez avoir des difficultés de tout type. Vous pouvez avoir votre banque qui effectivement demain vient vous dire écoutez, vous êtes sur un secteur aujourd'hui dans lequel je n'ai plus confiance, j'ai plus envie de vous suivre, je vais dénoncer votre découvert. Heu, ou alors, vous êtes dans une situation totalement différente, c'est-à-dire que vous avez une entreprise qui aujourd'hui réalise au contraire des activités très florissantes parce que vous êtes sur du e-commerce, vous êtes sur des modèles porteurs et d'autant plus porteurs que la révolution liée au Covid vous conduit à avoir un boost et vous dites je vais avoir des investissements à réaliser, je vais avoir différentes choses à faire, mais ça me génère un BFR que je n'arrive pas à financer et c'est peut-être parfois compliqué à un moment donné de financer du compte client, de financer un investissement, enfin de financer la croissance de l'entreprise. Donc ça, c'est effectivement des choses qui peuvent vous paraître des fois un petit peu insurmontables et qui vont nécessiter à un moment donné de se faire accompagner, soit par des professionnels qui seront désignés dans le cadre d'une intervention auprès du tribunal de commerce, mais aussi et en premier lieu par votre expert comptable, un avocat, des personnes qui en tout cas sont
habitués et en capacité de vous conseiller et de vous accompagner dans ces démarches. Maintenant, il faut voir aussi que, au-delà des difficultés conjoncturelles, dont on parle beaucoup liées à la situation actuelle, il y a des difficultés qui peuvent être purement et simplement structurelles. Soit elles sont structurelles de long terme, c'est-à-dire qu'elles existaient bien avant le Covid. Vous aviez une entreprise qui réalisait un chiffre d'affaires qui n'a jamais été suffisant pour couvrir l'ensemble de ses charges. La société réalise une capacité d'autofinancement d'une base 100, alors que l'amortissement des emprunts nécessaires pour couvrir, pour l'amortissement des emprunts, excusez-moi, est sur une base 150, et donc à un moment donné, votre trésorerie se dégrade. Et c'est là que il faut faire attention. C'est-à-dire que quand vous avez une évolution de la situation, votre société qui était parfaitement saine, il ne faut pas croire que la difficulté est purement conjoncturelle et que tout va se passer très bien. Comme je l'indiquais avec un exemple un peu simpliste peut-être sur celui du restaurant, une difficulté conjoncturelle peut, à mon sens, devenir structurelle dans le temps. Et c'est là que l'on voit des retournements d'activités où des activités étaient par le passé rentables et l'évolution économique, l'évolution du chef d'entreprise, un problème client, un litige X ou Y conduit demain à des difficultés qui sont beaucoup plus importantes, qui sont des difficultés, cette fois-ci structurelles, où votre entreprise ne parvient plus à faire face à l'ensemble de ces enjeux. Et c'est là que l'enjeu du diagnostic et de l'accompagnement que vous allez avoir avec notamment votre expert comptable, avec la situation qu'il va établir, avec l'accompagnement qu'il va avoir avec vous de la lecture de ces pièces, est essentiel parce que on peut avoir tendance tous en tant que chef d'entreprise à ne pas voir qu'effectivement il y a un retournement de situation qui s'opère. Si on ne s'attarde qu'à regarder sa trésorerie, on peut se dire: «Bon, j'ai un petit peu moins de trésorerie sur les comptes ce mois-ci, mais après tout, je paye mes charges, il y a pas de souci, j'arrive à tout faire», et finalement, on s'aperçoit que des entreprises qui se présentent devant le tribunal de commerce ont parfois eu des situations très confortables pendant 3, 4, 5 ans, voire bien plus, bien entendu, et la situation s'est dégradée progressivement, doucement. Quand on lit le bilan, qu'on prend les 3 dernières années, on s'aperçoit qu'effectivement, on a une trésorerie qui est restée positive pendant 1, 2, 3 ans, avant de finalement arriver à une situation complètement dégradée, et bien souvent, on arrive sur quelque chose qui est trop tardif pour traiter. Donc c'est là qu'effectivement, le seul indicateur trésorerie n'est pas suffisant. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est pas tellement de savoir quelles sont les difficultés, mais surtout quelles mesures prendre pour les traiter. Alors bien entendu, on va évoquer avec Monsieur Pandolfi dans une troisième partie l'aspect judiciaire avec l'accompagnement qui peut vous être proposé par les tribunaux de commerce, mais il ne faut pas oublier non plus que vous avez différentes mesures à prendre déjà vous-même en tant que chef d'entreprise. Déjà, se dire systématiquement que demain ça ira mieux, c'est en même temps une très bonne chose parce que c'est inhérent à la nature d'un chef d'entreprise. Si le chef d'entreprise est pessimiste et ne croit pas en son projet, ça n'a pas de sens. Néanmoins, à un moment donné, il faut aussi être lucide et de se dire peut-être qu'un œil extérieur, déjà par mes conseils habituels, éventuellement par la cellule de prévention du tribunal de commerce ou toute autre structure, va me permettre de voir un petit peu ce qui ne va pas parce que je commence à pressentir que des choses se dégradent. Et puis derrière, commencer à construire un business model renouvelé pour essayer de voir vers quoi on peut tendre. Encore une fois, ce que je vous dis en temps normal, c'est beaucoup plus facile qu'aujourd'hui, tout simplement parce qu'on est dans une telle incertitude. On parlait d'une incertitude juridique qui est évidente, mais on a une incertitude économique complète. On est en train de nous parler d'un troisième confinement. Demain, on va être peut-être confiné puis déconfiné, et on ne sait pas du tout si on va être pas reconfiné encore à l'automne 2021 et ainsi de suite, et ça pendant combien de temps?
Néanmoins, il n'empêche pas qu'à un moment donné, la gestion d'une entreprise implique d'anticiper sur la base de modèles à établir, des modèles qui doivent être à la fois réalistes et en même temps pas trop optimistes. Il faut pouvoir mettre en place différentes alternatives. Une alternative, à mon sens, qui est une alternative plutôt pessimiste, une version optimiste, et pour pouvoir essayer de calibrer comme ça sur un rail et voir comment les choses avancent. Et un prévisionnel et les mesures que vous mettez en place doivent être derrière suivies. C'est-à-dire que de faire un tableau de bord à un instant T, de constater la situation de l'entreprise à un instant T, c'est bien, mais surtout, il faut le faire vivre et le poursuivre tout au long de la vie de l'entreprise et tout au long de la période de turbulence pour voir un petit peu comment les choses évoluent, quels correctifs à nouveau mettre en place et adapter. C'est ce que disait Madame Velu en parlant de tableau de bord et en le comparant au tableau de bord d'une voiture. C'est-à-dire qu'on ne le met pas en place à l'ouverture de la porte pour ne plus le regarder après. On garde les yeux dessus, on fixe son regard sur ces éléments-là et on n'hésite pas à un moment donné à prendre des mesures correctrices pour accélérer, ralentir ou en tout cas revoir la piste. J'entendais aussi tout à l'heure évoquer une baisse des charges. Alors, il est vrai que quand vos difficultés deviennent structurelles, la première tentation, le premier réflexe, c'est de se dire baissons les charges de la structure, écrasons les charges fixes. Et ça, c'est effectivement une chose qui est naturelle et qui me paraît relativement indispensable dans la plupart des cas. Mais attention, c'est-à-dire que le faire, déjà, il faut le faire après avoir fait le diagnostic de l'entreprise. C'est-à-dire que écraser des charges, oui. Si en revanche, c'est parce que l'entreprise connaît des difficultés de trésorerie en raison d'une croissance de son activité, peut-être qu'il n'y a pas lieu d'écraser les charges, mais de revoir le mode de financement de l'activité. Ensuite, il y a aussi des solutions comme la mise en place de techniques pour réduire ces charges de manière intelligente et économique en quelque sorte. C'est ce que l'on va vous présenter avec M. Podolfi. Mais il est évident qu'aujourd'hui, réduire tout sans se protéger des fois de ses créanciers par l'intermédiaire du tribunal, et j'évoque par là quelque part le redressement judiciaire, n'a pas forcément de sens, puisque vous risquez de sacrifier votre trésorerie, de compromettre la poursuite de l'activité par la suite, alors même que tout doit être préparé en amont, et que si demain les choses ne marchent pas et que vous devez vous présenter devant le tribunal de commerce, la clé du succès reste bien votre trésorerie. Donc attention aux mesures que vous prenez, attention à bien regarder comment cette réduction de charge va se traduire en trésorerie. Et le principal exemple que j'ai à l'esprit, c'est la situation des salariés, puisque le premier élément de charge, bien entendu, auquel on pense quand on parle d'une réduction de charge, souvent, c'est le personnel. Le personnel qui va devoir être réduit et donc des licenciements économiques. Certains sont assurés sur le versement des indemnités de licenciement, mais la plupart des entreprises que l'on croise dans nos activités, malheureusement, n'ont pas envisagé cette couverture, cette protection du risque. Et on voit trop souvent des structures qui ont versé de fortes indemnités de licenciement à leurs salariés, qui ont restructuré leur activité, qui, a priori, sur le papier, ont tout à fait le potentiel pour repartir, à une exception près, c'est qu'elles n'ont plus de trésorerie et ne sont plus en capacité de financer leur cycle d'activité. Et c'est là qu'arrive le danger, parce qu'effectivement, l'ouverture d'une procédure collective dans un tel contexte peut s'avérer être particulièrement délicat et s'avérer être un complet échec. Alors même que M. Pandolfi vous le présentera, les procédures qui existent au niveau du tribunal de commerce sont de nature à vous faciliter les restructurations, à rééchelonner le coût de ces restructurations et donc à financer la reprise de l'activité sans perturber le financement du cycle d'exploitation. Par ailleurs, il ne faut pas oublier aussi une chose, c'est qu'en ces périodes de Covid, votre compte client a tendance à flamber. On le voit de manière assez générale à l'échelle
de la France, mais il est vrai qu'aujourd'hui, le retard de paiement client est quelque chose de très important et vient grever fortement la trésorerie des structures. Alors, il y a différentes solutions pour essayer d'y remédier, des solutions de type DAI, escompte, affacturage qui peuvent permettre de refinancer un petit peu son compte client. Néanmoins, quand on commence à avoir des clients qui sont défaillants, vous risquez d'être confronté à des banques qui refusent de prendre en compte le papier que vous voulez leur transmettre parce qu'effectivement, elles-mêmes ne souhaitent pas prendre le risque de ne pas être payées. Et peut-être que parfois, il faut se demander aussi si ça vaut le coup de poursuivre son activité avec un client dont vous avez la certitude, ou en tout cas une intuition très forte, que celui-ci ne sera pas plus en capacité de vous payer. Parce qu'effectivement, un impayé dans votre bilan, c'est un très gros effort derrière pour récupérer du chiffre d'affaires, de la marge, pour compenser la perte qui est générée par l'impayé. Et c'est très régulier que l'on voit des entreprises en difficulté par un phénomène justement boule de neige, où un client est défaillant, ne paye pas donc son fournisseur et celui-ci se retrouve à nouveau en difficulté avec l'incapacité lui-même parfois de payer ses fournisseurs. Et on a eu, dans la région de l'Aube, effectivement, une entreprise, il y a quelques années, qui avait fait, l'objet d'un dépôt de bilan et j'avais eu à connaître derrière de difficultés en chaîne sur des transporteurs, des logisticiens, différentes structures qui effectivement travaillaient autour de cette personne en sous-traitance ou en activité parallèle qui génèrent des difficultés. Donc il est vrai que cette dépendance à un client et les impayés clients doivent quand même vraiment, conduire le chef d'entreprise à s'interroger sur quoi faire de ce client, comment traiter le sujet et peut-être envisager, de s'autonomiser. Alors, ce serait trop facile de vous dire en trouvant d'autres clients, le contexte actuel n'est pas forcément évident, mais peut-être en envisageant des réductions de charges, une restructuration de l'entreprise pour réussir in fine à se dégager, de la dépendance de clients en termes de marge et pouvoir revenir à une situation de rentabilité sans ce chiffre d'affaires complémentaire. Bon, bien entendu, on pourrait citer autant d'exemples, qu'il y a d'entreprises en France parce que, chaque cas est bien particulier, bien individuel et il n'y a pas non plus une recette magique à vous donner en un quart d'heure de temps pour vous dire: «Faites ça, vous verrez, tout ira bien». En revanche, ce que l'on va vouloir vous présenter maintenant avec monsieur Pandolfi, c'est tous les outils juridiques à votre disposition qui peuvent vous permettre, en fonction des cas, en fonction de la situation de l'entreprise, de vous en sortir. Souvent, ce sont des dispositifs qui sont assez mal connus puisqu'on va parler de mandat ad hoc, conciliation, redressement judiciaire. Tout ça, ce sont des mots des fois un peu barbares pour les uns, pour les autres parce que ça évoque tribunal de commerce, mandataire de justice, ça évoque des frais, ça évoque, des choses comme ça. Mais ça doit aussi, à l'issue de la réunion qui est là, permettre de vous conduire à penser que ces procédures peuvent aussi générer des valeurs ajoutées pour vos entreprises, peuvent les conduire à trouver des solutions, peuvent les conduire par conséquent à se sauver. Heu, donc je vais passer la parole à monsieur Pandolfi sur ces sujets et je reprendrai, en alternance avec lui et je voudrais attirer votre attention sur une chose essentielle. On dit souvent: «Se présenter de bonne heure devant le tribunal est une solution pour s'en sortir». C'est pas une vue de l'esprit, c'est tout à fait réel. On le constate que plus les entreprises viennent tôt devant le tribunal, plus on a des chances de se sauver et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a fait le choix aussi de ne pas vous donner de statistiques. Parce que si on commence à vous dire combien d'entreprises sortent du redressement judiciaire, et cetera, c'est complètement faussé. Il faut regarder comment les entreprises sont arrivées devant le tribunal de commerce, ce qu'elles ont fait et comment elles ont anticipé leurs difficultés. Et en faisant ce travail, on s'aperçoit qu'effectivement, plus tôt vous venez, mieux c'est. Mais en parallèle, et c'est l'objectif, il n'y a pas que le temps, il y a aussi la façon dont vous venez. Il faut venir
préparer. Et donc ça, c'est le travail de vos conseils habituels, de vous préparer à venir devant le tribunal. Et il faut aussi venir et avoir la capacité d'entendre que parfois, la solution la plus douce qu'est le mandat ad hoc, par exemple, n'est peut-être pas adaptée parce que, compte tenu des enjeux, il faut aller vers un redressement judiciaire. Et donc, il y a le bon outil pour la bonne difficulté et c'est ce qu'on va vous présenter maintenant. Bien, merci beaucoup, Maître Bortolus. Donc, bonjour à tous ou bonsoir à tous. Je suis Monsieur Pandolfi, président du tribunal de commerce depuis 3 ans. Donc, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, parce que beaucoup de choses ont été dites, je pense qu'il faut retenir que l'élément principal, c'est la trésorerie, de prendre en compte ce que dit l'expert comptable, bien entendu, et il va essayer de vous convaincre de venir me voir. Pourquoi venir me voir? Tout simplement pour que vous puissiez entendre ce qui peut se proposer à vous. Il faut savoir que ma rencontre ou la rencontre avec vous est totalement confidentielle. On le verra dans les slides de tout à l'heure. Elle est gratuite, elle est confidentielle. Je suis chef d'entreprise également. Les juges au tribunal de commerce, pour la plupart, sont tous en activité et ceux qui ne le sont plus l'ont été quand même pas mal d'années. Donc on est à même d'apprécier vos difficultés. Et comme l'a dit Maître Bortolus, et on va l'évoquer et le développer un petit peu, il faut, je pense, concevoir la venue au tribunal. Alors peut-être le mot est fort ou fait peur, mais le prendre comme un outil de gestion, quel que soit ce que l'on peut proposer, et la proposition qui vous sera faite sera adaptée à votre situation, parce que comme l'a dit Maître Bortolus, il est clair que autant d'entreprises, autant de situations différentes, donc on ne veut pas, je pense, à travers ce webinaire de ce soir, alourdir la discussion avec des tas de possibilités ou de compliquer la discussion avec des choses qui ne seraient pas comprises comme il faut. Donc la première des solutions, et Maître Bortolus va la développer après moi, c'est le mandat ad hoc. Vous orienter vers un mandat ad hoc à travers la discussion qu'on aura pu avoir pendant notre premier entretien. Donc, Maître Bortolus développer ce mandat ad hoc et conciliation, puisque les deux sont dans un contexte de confidentialité. Donc, merci Monsieur le Président. Donc, effectivement, le mandat ad hoc et la conciliation sont deux procédures qui ont le mérite d'être des procédures qu'on va dire douces. C'est des procédures non contraignantes, c'est-à-dire que déjà, c'est vous qui êtes à l'initiative et uniquement vous. Personne ne peut venir vous imposer un mandat ad hoc ou une conciliation. Elles ont le mérite d'être complètement confidentielles et surtout, c'est un travail de dentelle. C'est-à-dire que ce n'est pas comme un redressement judiciaire qu'on évoquera plus tard, avec des dispositions toutes prêtes et un outil vraiment digne du marteau-piqueur. On est sur quelque chose que vous allez construire avec le mandataire ad hoc en amont. Avec celui-ci, vous allez déterminer le périmètre de sa mission, la nature de sa rémunération. Et comme ça, vous allez pouvoir cibler précisément la difficulté que vous avez identifiée. Alors, comme on vous l'indiquait tout à l'heure, ça implique bien évidemment que, en vous présentant devant le tribunal, vous ayez identifié votre difficulté et que cette difficulté-là n'ait pas conduit l'entreprise déjà à être en état de cessation des paiements. Et c'est la petite différence entre le mandat ad hoc et la conciliation, c'est que le mandat ad hoc n'est pas ouvrable si vous êtes en état de cessation des paiements, c'est-à-dire si vous n'arrivez pas à faire face à l'ensemble de vos dettes avec votre actif immédiatement disponible, quand la conciliation, elle, peut l'être si vous êtes en état de cessation des paiements et depuis moins de 45 jours. Donc en gros, vraiment tout au début. Pour faire simple, ça peut être l'hypothèse assez classique où le mandat ad hoc, j'ai des banques qui ont dénoncé mon découvert, mais je suis encore dans le délai de 60 jours. La conciliation, on va peut-être opter pour ça si les banques, par exemple, commencent à vous poser des difficultés pour le remboursement des emprunts et que vous avez déjà 2-3 échéances impayées et que la trésorerie commence à se tendre. Ce qu'il faut voir, c'est que ces procédures-là vont vous permettre de mettre autour d'une table, de manière amiable, les différents créanciers que vous voulez voir.
mais ça peut aussi être l'occasion de refaire un point avec des associés qui sont récalcitrants pour faire un apport de fonds, avec un crédit bailleur qui vous pose des difficultés pour débloquer une machine parce qu'il y a une difficulté dans le paiement d'un acompte, de quelque chose. On peut envisager vraiment toutes les situations de difficulté et cadrer la mission du mandataire à ça. L'issue sera une issue amiable, c'est-à-dire qu'en aucun cas le mandataire ad hoc ou conciliateur ne pourra imposer aux partenaires qui seront appelés à la conciliation ou au mandat ad hoc des solutions. Ces solutions devront être acceptées amiablement et ensuite pourront faire l'objet d'un protocole qui sera ensuite validé par le tribunal de commerce ou le président selon la nature. Donc, ça, c'est un avantage assez significatif pour les entreprises qui sécurisent une relation, font intervenir un intermédiaire dans cette relation qui parfois est compliquée, permet de prendre un petit peu de recul, permet également au niveau des partenaires bancaires de changer d'interlocuteur, puisque bien souvent, c'est même pas bien souvent, c'est systématiquement, ce ne sont plus les agents avec qui vous avez l'habitude de travailler, mais des personnes qui sont spécialisées, qui reprennent le relais et par conséquent qui ont une vision assez différente du dossier, une vision risque différente et on arrive plus facilement à retrouver des solutions. Parallèlement, on peut mettre en place des solutions avec la CCSF. La CCSF, c'est une commission qui permet d'échelonner ou d'obtenir des remises sur des dettes fiscales et sociales. Néanmoins, il faut avoir conscience aussi que cette mise en place de CCSF, vous pouvez la faire seule, en dehors de toute intervention auprès du tribunal. Et là-dessus, votre expert comptable a un réel rôle à jouer pour vous aider à monter le dossier CCSF qui peut vous permettre d'échelonner. Donc voilà ces premières procédures. Ce qui est intéressant vraiment de retenir, c'est la confidentialité, la légèreté du dispositif dans le sens où vous avez une dizaine d'articles seulement du Code de commerce, contrairement aux procédures collectives, et que surtout vous le faites spécifiquement à vos besoins, en fonction de ce que vous voulez, et ça n'aura pas d'impact, notamment pour les entreprises de BTP ou autres, sur la soumission au marché public, sur la relation client, parce que personne ne sait et personne n'est au courant, sauf ceux qui sont invités à négocier avec vous. Et encore, ceux-ci sont tenus à la plus grande confidentialité. Donc des procédures souples, des procédures qui ne sont pas limitées dans le temps, sauf la conciliation, et donc des procédures qui peuvent vraiment s'adapter aux besoins de l'entreprise, avant de éventuellement envisager des choses qui sont un petit peu plus complexes, telles que la sauvegarde ou le redressement judiciaire. Oui, alors pour rebondir sur ce que Maître Bortolus vient de dire, c'est évidemment lorsque la discussion, ou à travers la discussion qu'on peut avoir, le chef d'entreprise et moi-même, qu'il découle que ce qui vient d'être dit ou d'exposé sur le mandat ad hoc et la conciliation, on n'est plus dans ce cadre-là parce qu'on a été un peu tardif dans la démarche de venir en prévention. Se présente encore autre chose, mais là aussi, Maître Bortolus va l'évoquer et le développer, mais dans un cadre de figure où on n'est pas encore en cessation des paiements ou depuis très peu de temps, que l'on peut encore payer ses salariés. Donc se présente la sauvegarde. Maître Bortolus, vous allez la présenter. La sauvegarde, merci Monsieur le Président, c'est une sorte de redressement judiciaire allégé. Globalement, ça a tout du redressement judiciaire et ça a des effets néanmoins assez différents, surtout à l'ouverture et à l'égard des salariés. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que c'est une procédure qui est publiée et donc le chef d'entreprise aura d'inscrit sur son cabis l'existence de la procédure de sauvegarde et tout le monde sera au courant de cette procédure. Tous les créanciers sont ciblés et tous doivent déclarer leurs créances au passif. La procédure gèle donc le paiement de toutes les créances qui sont nées antérieurement à la procédure de sauvegarde, y compris les emprunts bancaires. Donc ça peut être une solution très importante, très utile pour une entreprise qui a besoin
geler un passif qui commence à être important, et notamment dans ces périodes de Covid où on parle du mur de la dette, etc. Bon, bah là, ça va permettre de dire stop, je me mets sous la protection du tribunal, le tribunal m'accorde 6 mois sans avoir la pression de mes créanciers. Ces 6 mois peuvent être renouvelés une fois et de manière exceptionnelle sur demande du ministère public une nouvelle fois. Donc on peut avoir 18 mois protégés de ses créanciers. Il faut quand même prendre en compte une chose, c'est que ça, c'est les mêmes effets que le redressement judiciaire. Beaucoup de chefs d'entreprise vont avoir tendance à se dire « je préfère la sauvegarde » parce qu'après tout, c'est plus facile à vendre auprès peut-être de fournisseurs ou de clients en disant « je suis allé en sauvegarde, j'ai anticipé, je ne suis pas en redressement judiciaire », etc. Ça peut générer un discours commercial et psychologiquement, c'est parfois plus facile de se dire en sauvegarde qu'en redressement. Néanmoins, attention à une chose, il y a une très grosse différence entre les 2 procédures et je vous le disais, ce sont les salariés. À l'ouverture de la procédure de sauvegarde, les salaires impayés avant la procédure ne sont pas pris en charge par l'AGS. L'AGS, c'est l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances et salaires. En gros, c'est l'assurance des salaires qui est abondée par l'ensemble des chefs d'entreprise tous les mois en même temps que les autres charges. Et cette assurance vous permet de couvrir l'ensemble des salaires impayés avant l'ouverture de la procédure, mais uniquement si vous demandez l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, excusez-moi. Donc, en sauvegarde, attention, si la situation de trésorerie est dégradée et que vous voulez utiliser un levier avec un mois de salaire pris en charge, ça ne sera pas possible. Et ça peut être une solution qui est tout à fait opportune pour des entreprises avec des tensions de trésorerie très importantes, c'est de faire appel au tribunal en début de mois pour avoir une ouverture aux alentours du 1er du mois et ainsi obtenir une prise en charge intégrale des salaires. Et c'est autant dire que c'est autant de trésorerie pour l'entreprise puisqu'elle va continuer à recouvrer son compte client. L'issue de cette procédure de sauvegarde, c'est un plan de sauvegarde. Alors un plan de sauvegarde, ça veut dire quoi? C'est l'échelonnement de ces dettes sur une durée de 10 ans sans intérêt. Néanmoins, il faut bien être honnête, vous avez un commissaire à exécution du plan qui intervient et qui fait la répartition dont le coût est à la charge de l'entreprise et son coût dépend du montant du passif qui est réparti. Néanmoins, obtenir un prêt sur 10 ans pour une entreprise en difficulté avec 12 voire 18 mois de franchise, c'est relativement intéressant et aujourd'hui, c'est difficilement accessible dans d'autres conditions. Donc ça peut tout à fait être une solution pour les entreprises de se protéger de leurs créanciers quand la situation n'est plus gérable. En plus, petit avantage de cette procédure de sauvegarde sur un redressement judiciaire, c'est que les personnes qui se sont portées caution des engagements bénéficient des dispositions du plan. Ça veut dire quoi? Si vous vous êtes porté caution d'un emprunt bancaire pour l'acquisition de votre fonds de commerce, vous déposez une demande d'ouverture de sauvegarde au tribunal. Petit 1, pendant la période d'observation, donc ces fameux 6, 12 ou 18 mois, le créancier ne peut pas vous demander le paiement. Et encore mieux, pendant les 10 ans éventuellement du plan, le créancier ne pourra pas vous demander le paiement tant que le plan sera honoré. Autre chose qui est intéressante, c'est que cette procédure de sauvegarde, si jamais vous ne parvenez pas à exécuter votre plan et à payer votre dette sur 10 ans, vous pouvez demander au tribunal ce qu'on appelle la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Ça vous donne une nouvelle chance avec une nouvelle période, puisque le redressement judiciaire va vous permettre à nouveau d'avoir 6 mois, 12 mois, voire 18 mois de période d'observation et de rééchelonner vos dettes à nouveau sur 10 ans. Donc, c'est vraiment un outil qui offre beaucoup de solutions, mais pas de solution en termes de levier sur la prise en charge des salaires à l'ouverture. Et attention, pas de prise en charge non plus en cas de licenciement pendant la période d'observation. Et c'est là que le redressement judiciaire peut s'avérer intéressant. Merci beaucoup, maître. Bien sûr, il est clair que vous l'avez compris, venir en amont, se servir de ces procédures en outil de gestion,
c'est vraiment le but de ce webinaire, parce que Maître Bortolus en a touché 2 mots, mais le mandat ad hoc, la conciliation ne sont pas mis en place, la sauvegarde, on a tardé. Maintenant, nous reste le redressement judiciaire, qui est encore un outil de gestion un peu plus lourd. Maître Bortolus va vous en donner encore la finalité. Et je voulais rebondir sur la prise en charge des salaires. Il faut bien que les chefs d'entreprise soient conscients que la prise en charge n'est pas offerte, elle sera remboursée. Hein. C'est important de le dire, c'est pas une exonération. Non, effectivement, c'est une avance et qui est réalisée par l'AGS, mais qui permet effectivement de sauver quand même la trésorerie de l'entreprise à l'ouverture. Parce que la trésorerie d'une entreprise en redressement judiciaire, c'est sacré. Et à l'ouverture d'un redressement ou même d'une sauvegarde, ça se prépare. Parce qu'effectivement, si vous arrivez dans une procédure de redressement ou de sauvegarde avec des comptes bancaires à zéro, un compte client intégralement mobilisé auprès d'un factor et des chantiers ou une activité pratiquement à l'arrêt, la probabilité de pouvoir réactiver la machine est faible, puisqu'à un moment donné, on n'aura pas la possibilité de financer le cycle d'exploitation. Il est donc important de se ménager ce qu'on pourrait appeler un petit trésor ou un petit parachute avant le redressement judiciaire. La prise en charge par l'AGS des salaires du mois qui précède l'ouverture, ou plus s'il y a lieu, mais là c'est qu'on est déjà dans des situations très dégradées, peut permettre cela, puisque l'entreprise aura tout de suite 1 mois de masse salariale de côté, va pouvoir acheter sa marchandise, étant précisé que les fournisseurs, étant impayés avant l'ouverture, vont certainement vous demander, c'est pas certainement, c'est sans aucun doute, un paiement pro forma. Et donc il faut se ménager de la trésorerie pour ces périodes-là, pour pouvoir financer son cycle d'exploitation, acheter en pro forma l'ensemble de sa matière première et continuer à travailler dans de bonnes conditions. Il faut bien noter que le redressement judiciaire a sinon les mêmes effets que la sauvegarde, à quelques détails près, donc comme je vous disais, la GS à l'ouverture, mais également la prise en charge de l'ensemble des sommes dues aux salariés au titre de la rupture de leur contrat de travail. Vous allez ainsi pouvoir mettre en place des procédures de licenciement, lesquelles sont accélérées parce que vous avez des délais plus courts en redressement judiciaire que hors redressement judiciaire, ce qui permet de faire des licenciements plus vite, sans en supporter la charge immédiatement, et de lisser cette charge, bien entendu, à la sortie du plan. Le passif, vous pourrez toujours le rembourser sur une dizaine d'années, donc ça peut être moins, bien entendu, mais ça peut être 10 ans. Il est possible également d'envisager des négociations avec les créanciers pour réduire une partie du passif, obtenir des abandons de créances, moyennant par contre cette fois-ci un paiement cash d'une partie de la dette. Et l'autre chose est possible avec le redressement judiciaire qui n'était pas possible en sauvegarde, c'est la cession. Autant en sauvegarde, on peut envisager une cession partielle d'actifs. Une entreprise, par exemple, de travaux publics, qui y avoir également un bureau d'études, pourrait dire le bureau d'études n'est plus rentable, je m'en sépare, et pour m'en séparer, eh bien, on fait un plan de cession, ce qui peut permettre d'éviter des licenciements, parce qu'un repreneur va reprendre cette activité avec une partie des contrats de travail attachés, et ensuite on présente un plan de sauvegarde sur le reste. En redressement judiciaire, on peut présenter un plan de cession sur l'ensemble de l'activité. Et là, c'est très intéressant pour l'acquéreur, parce que l'acquéreur va reprendre des actifs et aucune dette, sauf quelques exceptions, mais je ne rentrerai pas dans le détail, ça ne me paraît pas être l'objet. Et donc, avec le prix qui est versé, les organes de la procédure ensuite verront pour payer les créanciers dans les conditions, mais surtout, le repreneur se retrouve avec une société complètement vierge de dette, sauf éventuellement la dette qu'il aura souscrit pour acheter le fonds. Ça peut être quelque chose de relativement intéressant et ça peut être aussi, sachez-le, une solution qui peut se prépaquer. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire qu'on a des fois des chefs d'entreprise qui sont dans des situations qui sont des impasses. Parce que la situation de l'entreprise ne justifie pas forcément d'aller à la liquidation judiciaire à date.
elle est viable, elle tient, c'est difficile. Il ne trouve pas d'acquéreur ou il trouve un acquéreur avant la procédure qui dit oui, mais il y a un endettement que je ne veux pas assumer et donc je ne reprendrai pas les parts sociales. Eh bien là, on peut passer par une phase de mandat ad hoc ou conciliation, organiser la cession et à l'ouverture de la procédure, être dispensé de toutes les publicités et autres liées à une recherche de cessionnaire et organiser cette cession en un délai de 3 semaines plutôt. Comptez 3 semaines. C'est particulièrement efficace et ça peut avoir vraiment des vertus pour des entreprises qui ont une clientèle sensible notamment à la publicité faite sur les procédures de redressement judiciaire. Voilà un petit peu cette procédure de redressement qui, bien entendu, soyons aussi honnêtes, peut aboutir sur une liquidation judiciaire. La liquidation judiciaire, c'est quoi? Cette fois-ci, c'est l'arrêt pur et simple de l'activité dans l'hypothèse où il n'y a aucun redressement possible. Cette solution ne doit pas être nécessairement vue comme une fatalité. Parfois, on est confronté à ça et on ne peut pas y échapper. Et néanmoins, il faut garder un peu de lucidité car on entend des chefs d'entreprise qui, toujours confiants de l'avenir, malgré les alertes de leurs conseils, malgré tout le monde, sont prêts à remettre de l'argent au pot. Mais quand le pot est percé, vous allez perdre vos économies et sans espoir à un moment donné de vous en sortir. Ça ne fait que repousser le mal. Et parfois, d'arrêter proprement son activité en se présentant devant le tribunal et en organisant les choses, ça peut avoir aussi ses vertus. Et sachez que dans le cadre d'une liquidation judiciaire, vous pouvez bénéficier d'une poursuite d'activité qui peut être de 3 mois renouvelable une fois, donc jusqu'à 6 mois, pour permettre d'arrêter des chantiers proprement, d'arrêter un contrat avec un client proprement sans le léser, d'organiser éventuellement la cession de l'entreprise à un tiers, voilà, d'organiser les choses pour faire en sorte à ce que ça ne se fasse pas sauvagement, comme malheureusement ça peut se voir quand les choses ne sont pas préparées en amont. Voilà ce que je voulais dire. Je repasse peut-être la parole à Monsieur Pandolfi, qui pourra vous donner aussi peut-être un ressenti sur ces procédures et sa vision du vécu. Oui, tout à fait. Bah, il est clair que là, nous avons bien fait le tour. Je pense que tant Virginie Velu que vous avez bien développé toutes les possibilités que nous rencontrons, ou nous pouvons rencontrer. L'idée, c'est de, comme vous le voyez sur le slide, de venir me voir. Je suis facile d'accès, on va dire. Je suis à même de comprendre, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis, parce qu'il n'y aura pas de solution intéressante si vous ne venez pas me voir tôt. Et Virginie Velu l'a dit tout à l'heure, la trésorerie peut être, sans rentrer dans les détails techniques, la trésorerie, c'est le nerf de la guerre. Il n'y a pas de trésorerie, on peut se poser des questions. Après, la situation actuelle, évidemment, est très problématique par rapport à tout ça. Mais au jour d'aujourd'hui, sans rentrer dans les pourcentages ou des détails, il est clair que cette année, on a 70% de moins d'ouverture de procédures collectives que l'année dernière. Donc, c'est énorme. On ne peut pas présager de la mise en place de quelque chose avant, je pense, la fin de l'année, puisque les reports de PGE, les aides diverses et variées ont permis, pour ceux qui sont encore en activité, et même pour ceux qui sont arrêtés, de faire face. Pour autant, il est clair que tout ne pourra pas sortir serein de la situation. Donc, si je dois passer un message, c'est de oser venir me voir. Tribunal de commerce, c'est pas une sanction. Le mot fait peur, mais ça s'arrête là. J'ai un greffier qui m'est dédié, qui prend les rendez-vous à convenance. Et je peux même aller me déplacer si vraiment ça méritait ce choix pour vous rencontrer et pouvoir développer toutes les solutions qu'on vient d'évoquer. Mais je pense que pour beaucoup, on a dit plein de choses, peut-être pas tout retenu, mais l'avantage du webinaire, c'est que vous allez pouvoir regarder à nouveau et prendre le temps de trouver la solution qui vous va bien. Et c'est au plaisir de vous voir. La phrase n'est peut-être pas adaptée, mais je pense que ça serait une bonne solution que les chefs d'entreprise aient cette démarche-là. Voilà pour moi.
Merci à tous nos intervenants. Donc, dans le chat, on n'a pas de questions. Donc, je pense que vous avez été très clairs. Si des participants désirent poser une question, qu'ils lèvent la main ou qu'ils la posent en direct. Je laisse un petit instant. Peut-être en attendant que chacun réfléchisse à son éventuelle question et à titre de complément par rapport à tout ce qui vient d'être dit, si toutefois vous hésitiez encore à franchir la porte du tribunal pour rencontrer le président Pandolfi et ses juges dans le cadre de la prévention, et merci pour tous ces éléments parce que c'était vraiment très complet. On peut peut-être vous signaler que l'ordre des experts comptables, les avocats, les tribunaux de commerce et les chambres consulaires ont mis en place il y a de cela déjà plusieurs années le CIP, qui est le centre, le centre de prévention des difficultés, d'information et de prévention des difficultés d'entreprise, et qui peut être pour certains d'entre vous un moyen peut-être d'avoir une première phase d'accès, puisque vous avez l'occasion de rencontrer un expert comptable, un avocat, un juge consulaire, un juge du tribunal de commerce ou un consulaire, et pour pouvoir, sur un entretien tout à fait confidentiel de 45 minutes, exposer vos difficultés et avoir des éléments d'information qui vous permettront d'aller et de prendre les bonnes mesures. Et puis, j'ajouterai à cela que le volet qu'on n'a évidemment pas du tout abordé là et qui est, à mon avis, très très important, notamment dans une période que l'on rencontre actuellement, le CIP a un volet complémentaire, c'est qu'il aborde la souffrance psychologique du chef d'entreprise, parce que je crois que nous sommes malheureusement dans des périodes où ce paramètre doit impérativement être pris en compte dans les mesures d'accompagnement que l'on propose aux chefs d'entreprise. Il y a l'aspect financier, il y a l'aspect gestion, c'est sûr, mais il y a également l'aspect psychologique qui est extrêmement important. Et cet aspect-là est également traité dans le cadre du CIP, puisqu'il y a une convention avec l'APESA. Donc voilà, ça peut aussi permettre la difficulté, elle n'est pas toujours, elle est bien sûr financière, mais elle a parfois des effets, elle fait des dégâts collatéraux, et notamment sur le plan psychologique, on observe quand même quelques chefs d'entreprise en grande difficulté. Donc sachez que par le biais du CIP, on peut aussi permettre d'apporter ce soutien-là, ou en tout cas d'aiguiller sur les bons endroits. Le CIP, il se réunit, enfin il se réunit pas, mais le CIP peut recevoir les chefs d'entreprise tous les 4e jeudis du mois. Pour ce qui est de Troyes, le lieu de rencontre, c'est la chambre de commerce. Et je crois qu'on mettra vraisemblablement dans le support les coordonnées du CIP. C'est un numéro de téléphone à composer pour prendre un numéro et qui permet de rencontrer les professionnels dont je vous ai parlé. Donc voilà pour le CIP. Alors, j'ai une question. Est-il possible de donner un ordre de grandeur du coût pour l'entreprise et pour chaque procédure? Je pense que c'est pas facile. C'est pas facile parce que, alors, mandat ad hoc et conciliation, je dirais que c'est libre puisque c'est sur la base d'une lettre de mission signée entre le mandataire ad hoc ou le conciliateur et la personne qui est demanderesse. Donc, je dirais que ça se négocie. Pour les procédures de sauvegarde, redressement et liquidation, ce sont des barèmes fixés par décret. Donc, c'est proportionnel au nombre de salariés, au total du bilan, au chiffre d'affaires et au chiffre d'affaires qui est réalisé pendant la période d'observation. Donc, je dirais que ce sont des pourcentages qui sont dégressifs, c'est-à-dire que plus c'est des sommes importantes, plus le pourcentage pris dessus est faible. C'est consultable assez facilement. Je pourrais le communiquer à la CCI, communiquer les textes, mais c'est difficile du coup de répondre à la personne en lui disant ça va représenter 5, 10, 15, 20 000 euros. Ça n'aurait pas de sens. C'est très variable en fonction de la structure de la société. Mais un ordre de grandeur minimum? Est-ce que vous avez? Bah, minimum, c'est-à-dire que pour la plus petite des structures, je dirais qu'il va y avoir il va y en avoir pour un coût de 2 500 à 3 000 euros mais sur une toute petite. Oui. Voilà, c'est-à-dire une entreprise qui n'a pas de salariés, qui va réaliser 300 ou 400 000 euros de chiffre d'affaires. Après, je
vous dis, ça va être beaucoup plus élevé aussi sur une entreprise qui réalise 5 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui a 50 salariés. Voilà. C'est pour se donner un ordre de grandeur, je pense que C'est assez compliqué. Par contre, effectivement, c'est une donnée qui peut être très clairement abordée en amont, et notamment lors des entretiens avec le président ou même avec moi-même, si certains me consultent. De par les tarifs, ça peut être une question posée, et pour le coup, on peut calculer facilement le coût que ça représente. Oui, et si je peux me permettre de participer aussi, c'est que là, on parle dans le cadre d'une procédure collective, mais les coûts pour un mandat ad hoc ou une conciliation sont bien inférieurs à ce montant-là sur des petits dossiers Bien sûr. auxquels on aurait pu être confronté. C'est vraiment lié au dossier, mais il est clair que plus on est en amont, moins ça coûte cher. Ça, c'est Il faut le exact. dire comme ça. C'est-à-dire qu'un mandat ad hoc, on peut trouver ça dépend après de la charge de travail qu'il y a à faire, puisque c'est au temps passé, mais faire un mandat ad hoc à 1 500 €, c'est tout à fait envisageable, possible. Une procédure collective, déjà, rien que le barème minimal avec simplement un mandataire judiciaire, puisqu'il faut préciser que si l'entreprise est en deçà de certains seuils, et notamment un seuil qui est assez facile à retenir, c'est le seuil des 20 salariés, il n'y a pas obligatoirement d'administrateur, donc c'est à la demande. Et là, le coût d'un seul mandataire judiciaire est plus cher effectivement qu'un mandataire ad hoc, ce qui doit inciter à aller vers des procédures anticipées, rapides et par principe négociées aussi. Merci pour vos réponses. D'autres questions dans le chat? Je n'en vois pas. Bon, je pense qu'on peut conclure. Je tenais à remercier nos intervenants et nos participants. Nous vous enverrons le support par mail, et le webinaire sera visionnable via un lien YouTube qu'on vous enverra. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée et encore une fois, je vous remercie. Quelqu'un est en train de rédiger une question. Ah. Non, c'était merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée aussi, également. Bonne soirée à vous aussi. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Au revoir, messieurs, dames. Au revoir. Bonne soirée, au revoir. Au revoir.